1500 €, c'est la somme que j'ai littéralement jetée par la fenêtre en achetant du matériel de randonnée que j'aurais jamais dû acheter. Des objets trop lourds, des accessoires inutiles et même certains qui vont se revendre une misère seulement 6 mois plus tard. Et le pire, c'est qu'à l'époque, j'étais convaincu de faire les bons choix. Dans cette vidéo, je te dévoile les 7 erreurs qui m'ont fait perdre pas mal d'argent en achetant du matos de randonnée. Pour que toi, tu ne répètes pas les mêmes bêtises que moi en achetant ce matos. Reste bien jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 7 est de loin la plus coûteuse. Et c'est probablement celle que tu es en train de faire en ce moment même. Hop, avant de commencer, je vais être honnête avec toi. Certaines de ces erreurs sont vraiment stupides avec du recul. Mais c'est justement pour ça que cette vidéo existe, pour que tu apprennes de mes erreurs et pas des tiennes. On attaque directement avec l'erreur numéro 1 et je pense que tu l'as déjà faite. La première erreur, c'est celle que presque tout le monde fait en débutant la randonnée. On se retrouve dans un décathlon ou encore sur Amazon, on voit des trucs qui ont l'air plutôt cool, plutôt pratiques, on n'hésite pas une seule seconde et on se met à les acheter. Finalement, sans vraiment réfléchir ou sans même savoir si on en aura réellement besoin. C'est des accessoires après leur achat qu'on va emmener lors de notre prochaine randonnée et puis on va se rendre compte que finalement, ils sont soit un peu gênants ou soit complètement inutiles parce qu'on n'a pas utilisé l'objet et on va les laisser chez nous ensuite pour toutes les prochaines sorties qui vont suivre et jamais s'en servir. On a tous déjà connu ça, des objets qui restent dans un placard, dans une armoire, peu importe l'endroit de stockage, même un grenier ou un garage, et qui sortent plus jamais. Prenons l'exemple de ces deux gourdes. La plus petite qui est en aluminium a 50 centilitres de stockage d'eau. Et la plus grande qui est en inox, elle a 75 centilitres de stockage d'eau. Le problème avec ces deux gourdes, ce n'est même pas leur composition, qu'elles soient en aluminium ou en inox. Au contraire, si je les ai choisies, c'est justement pour ce type de matériaux. Non, le souci c'est le stockage. Je me suis rendu compte avec mon profil de marcheur qu'un stockage de seulement 50 centilitres ou même 75 centilitres, c'est largement pas suffisant. Lorsque j'ai besoin d'une gourde en inox, je prends celle-ci qui est finalement ma gourde de feu sur un campement pour porter de l'eau à ébullition. Mais sinon, dans une sortie de randonnée, je vais plutôt privilégier une gourde de minimum d'1 litre. Comme celle-ci par exemple. Moins d'1 litre, c'est vraiment trop peu, même pour quelques heures. Et ce qui est très appréciable avec cette gourde, c'est également une gourde filtrante. Je t'ai déjà parlé de cette gourde plusieurs fois, et si je t'en reparle aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un point très important. Et l'idéal d'avoir un filtre d'intégrer, c'est que je n'ai même pas besoin d'emmener avec moi des pastilles micro-pures. La règle très importante pour les gourdes, c'est d'avoir une capacité de minimum d'1 litre, peu importe que ce soit une gourde filtrante ou non. Si possible, c'est mieux d'avoir quand même une gourde filtrante, ce qui va permettre de pouvoir filtrer de l'eau à n'importe quel moment et n'importe où. On n'est pas dépendant finalement d'un robinet d'eau potable ou alors même d'une source d'eau potable. Tu peux prendre une Sawyer, tu peux prendre une Katadyn ou comme celle-ci, tu peux prendre une Oco. Peu importe la marque, ce qu'il faut, c'est d'avoir un filtre finalement. Chaque marque va avoir des caractéristiques qui vont être changeantes en fonction de ce que tu vas choisir. Certaines vont filtrer beaucoup plus de litres d'eau, d'autres vont avoir un meilleur système de filtration, d'autres vont avoir certaines technologies qui vont permettre de filtrer d'une certaine manière. Bref, chaque marque va avoir ses caractéristiques, c'est à toi de décider celle qui te convient le mieux. Je te le précise tout de suite, l'ensemble des objets qu'on va voir tout au long de cette vidéo, je te mets les liens directement dans la description. Et pour les accessoires, en règle générale, avant même d'acheter un objet, que ce soit directement chez Decathlon ou même sur internet, tu vas te poser une question qui est très simple. Demande-toi, est-ce que ça va résoudre un problème que tu as déjà rencontré? Si c'est pas le cas et que tu es directement dans le magasin, repose cet objet. Et si tu es sur internet, hésite pas à supprimer cet objet de ton panier. Le sac à dos est la pièce centrale de ton équipement, mais c'est aussi l'une des erreurs les plus fréquentes. Je vais prendre en exemple ma toute première marche qui a duré 21 jours sur 650 km. Ce sac à dos, c'était un 35 litres, pas du tout adapté pour ce type de périple. Non pas uniquement par rapport à son chargement d'équipement parce que j'en avais mis à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur tenu par des sangles, mais c'est surtout par rapport à son poids. En gros, son poids déjà je le trouvais un peu lourd pour seulement un 35 litres. Il avait des armatures rigides etc. qui augmentent drastiquement son poids. Mais c'est surtout par rapport à son poids accepté. En gros, on pouvait y mettre 12 kg au grand maximum. Au-delà, finalement il n'est pas étudié pour. Et moi j'avais un sac qui pesait aux alentours des 17 kg une fois que j'avais ma nourriture ainsi qu'un stockage d'eau avec moi.
Tu l'auras compris, 5 kilos de différence, ce n'est pas rien. En gros, la ceinture au niveau des hanches, donc la ceinture ventrale, le rembourrage n'était pas étudié pour, il me rentrait dans les hanches, ensuite il me tirait les épaules. Bref, c'était vraiment pas du tout cool pour l'ensemble du périple. J'en ai quand même pas mal souffert. Mais j'ai très vite compris que pour partir sur des gros périples comme j'aime faire, eh bien il n'est pas du tout adapté. Alors je vais pas te mentir, aujourd'hui j'ai un peu recyclé ce sac d'une certaine manière pour pas qu'il soit inutile parce que sinon il dormirait au fond de mon armoire. Je l'utilise pour me faire des entraînements de renforcement musculaire et par rapport à l'ensemble de mes périples, 35 litres c'est trop peu, il me faut un minimum de 60 à 70 litres et une randonnée d'une journée, 35 litres, c'est beaucoup trop. Donc en fait, il serait là en train de dormir vraiment dans le placard. Comme je t'avais dit dans cette vidéo, eh bien définis la personne que tu es par rapport à ce que tu souhaites réaliser. Est-ce que ça va être une randonnée pour une journée? Est-ce que ça va être un trek en autonomie? Est-ce que ça va être une aventure longue distance? Si tu définis ça, tu vas pouvoir définir aussi le sac à dos qu'il te faut et pas dépenser dans un sac à dos qui sera complètement inutile à l'avenir. Le bon sac à dos dépend donc de son usage et voici ce que je te recommande de faire pour définir lequel te conviendra. Pour une randonnée d'une journée, c'est 20 litres au grand maximum. Pas plus, ça sert à rien. Pour une randonnée avec un bivouac, tu peux monter à 30, 40 litres, c'est le grand max, mais 30, 35 litres, je trouve que c'est très très bien. Tu peux faire une à 2 nuits avec un sac comme celui-ci. Pour un trek de 3 à 5 jours, tu peux monter à 45, 55 litres. Et si tu pars en totale autonomie, 55 litres, c'est très bien. Pour une grande randonnée type 1 GR comme le GR10, le GR20, etc., 55 litres, ça peut devenir un peu faible, vaut mieux monter à 65. Un 65 litres, c'est le sac à dos que j'ai pour mes aventures de longue distance. Lorsque j'ai fait ma marche de Paris jusqu'à Athènes à pied, eh bien c'était le sac à dos que j'avais pour 80 jours de marche. C'était très bien et amplement suffisant. Pareil pour mon Tour de France à pied, pendant plus de 60 jours, eh bien c'était amplement suffisant également. Avoir le bon litrage par rapport à ce que l'on souhaite faire, c'est très bien, mais c'est pas le seul critère à prendre en compte. Il te faut impérativement une ceinture ventrale avec un bon rembourrage. Si possible avec un réglage au niveau du dos et pas uniquement au niveau des bretelles. Et comme je te l'ai dit précédemment, le poids du sac à dos en lui-même compte aussi. Parce que oui, prendre un sac qui pèse vraiment trop lourd, plus son équipement, eh bien on peut vite regretter certaines choses à l'avenir. Et je te le rappelle, ton sac à dos, il est défini pour un poids fixe. Ne porte pas plus que le sac à dos, sinon tu souffriras et tu regretteras plus tard. Là, on va parler de tout ce que l'on va acheter en début de pratique sans vraiment savoir ce que l'on fait. Que ce soit les chaussures, les vêtements, l'imperméable, les bâtons de marche, toutes les petites erreurs que l'on peut commettre lorsqu'on débute la randonnée. Je me souviens de mes toutes premières chaussures de randonnée, c'était des chaussures basses, plutôt rigides, avec une membrane pour être imperméable. C'est une paire de chaussures que j'avais payé 130 €, que j'ai utilisé lors de 3 ou 4 randonnées grand maximum et que j'ai vite arrêté et que je n'ai plus jamais utilisé parce que finalement, elles n'étaient pas du tout adaptées à mon pied, elle n'était pas aussi adaptée à ma façon de randonner et j'arrêtais pas de me blesser avec celle-ci. Alors quand je te dis que je me blessais, c'est que finalement à cause de la membrane, je transpirais énormément. Je n'avais pas du tout le pied qui était fait pour ce type de chaussures et je n'arrêtais pas de me créer des ampoules et même des ampoules jusqu'au sang. Et beaucoup diront, mais pourtant c'était des chaussures de marque, c'était des Salomon, etc. Oui, mais dans le fond, en randonnée, il n'y a pas de marque qui va vraiment définir si on a de bonnes chaussures ou non. Mais il va y avoir quand même certains critères à prendre en compte. Comme dit précédemment, il n'y a pas de marque miracle. Il y a ta pointure, il y a ton pied et ta morphologie. Et ça, tu l'auras compris, ça va pas se découvrir en ligne. Ça se teste en magasin, en Décathlon par exemple, avec une vraie paire de chaussettes de randonnée. Pas une paire de chaussettes comme ça de la vie de tous les jours. En ce qui concerne les vêtements, à peu près comme tout le monde, j'ai fait l'erreur de prendre du coton. Le problème avec le coton, c'est qu'une fois qu'il est gorgé de transpiration, eh bien il a énormément de mal à sécher. Même en cas de pluie, c'est exactement la même chose que directement de la transpiration. Et en cas de changement de température ou même simplement du vent, tu peux vite te retrouver dans une condition où t'es vraiment pas au top de ta forme. T'as froid, tu commences à grelotter, ça dépend de l'altitude, ça dépend des conditions météorologiques qui vont changer. Bref, t'es vraiment pas bien parce qu'en fait, t'as juste pas une couverture thermique, tu n'as pas vraiment les bons vêtements adaptés.
Il y a une règle fondamentale à respecter à chaque fois que tu pars en randonnée, c'est la règle des 3 couches. La première couche, c'est la couche de base qui va te servir à évacuer la transpiration. Tu vas porter de la laine mérino, comme ce t-shirt par exemple que tu peux retrouver chez Decathlon. La deuxième couche, ça va être une couche intermédiaire pour avoir une isolation thermique au cas où s'il fait froid, qu'il y a un peu de vent, etc. Tu vas prendre une polaire légère. Et la troisième couche, qui est une couche externe, eh bien elle va servir à avoir une protection contre le vent ou la pluie. Et là, tu vas prendre une veste imperméable, respirante. Le fait qu'elle soit respirante est très important. Et je tiens à te le préciser, le plus cher n'est pas forcément le meilleur, mais le moins cher est vraiment pas la chose à devoir privilégier. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre à peu près du milieu de gamme au minimum, du haut de gamme si ton budget le permet, mais au moins du milieu de gamme. J'ai fait l'erreur sur certains produits de prendre du bas de gamme. Bon, finalement, c'est des choses que j'ai dû mettre à la poubelle parce que je les ai usées beaucoup plus rapidement que prévu. Bivouaquer est probablement l'une des expériences les plus incroyables et les plus intenses que la randonnée peut offrir. Tu dors sous les étoiles, au milieu de nulle part, mais encore faut-il avoir le bon bivouac. C'est une erreur que beaucoup de personnes font, ils vont prendre un bivouac mais pas forcément adapté à la randonnée qu'ils s'apprêtent à faire. Je vais prendre un exemple, si tu pars en forêt et que tu as emmené une toile de tente avec toi, tu pourras quand même t'installer. Mais c'est peut-être pas le plus cool en termes d'installation parce que si tu pars avec un hamac en pleine forêt, forcément tu as plus de facilité à t'installer et surtout moins de choses qui peuvent te gêner comme des bouts de bois au sol, des racines, des grosses pierres, etc. Mais pareil au niveau du hamac, peut-être que c'est cool en règle générale quand tu es en forêt, mais si tu commences à partir en montagne avec de l'altitude et en plus de ça, du coup il n'y a plus de forêt, s'installer sans arbre avec un hamac, c'est juste impossible en fait. Ça m'est arrivé pendant ma marche de Paris jusqu'à Athènes à pied, une fois que je suis arrivé à Pontarlier, avant d'arriver en Suisse, j'ai décidé de faire un changement au niveau de mon bivouac. Je suis passé d'un simple hamac à un autre type de hamac, celui-ci pouvait s'adapter en toile de tente. J'ai fait ce changement parce qu'une fois que j'allais arriver en Italie, il y allait avoir des zones où c'est plutôt aride, sans forêt, et donc là ça aurait été très compliqué d'installer mon hamac. Et finalement, tout le reste de cette aventure, j'ai pu installer mon bivouac absolument partout. Et de ton côté, ce que tu dois faire dès le début, tu dois te poser ces 3 questions. La première va être de te demander est-ce que je vais randonner en forêt ou est-ce que je vais randonner plutôt en zone montagneuse. La deuxième, c'est est-ce que j'ai des contraintes au niveau du poids. Et enfin, la troisième, quel est le niveau de protection météo j'ai besoin. Une toile de tente en monoparoi qui pèse entre 1 kg et 1,5 kg est 80% voire même 90% du temps largement suffisante. Tu peux en trouver entre 150 et 250 € assez facilement qui feront largement le taf. Et en ce qui concerne les hamacs, il va te falloir un hamac ainsi qu'un tarp pour te protéger de la pluie. Et pareil, au niveau du budget, on est à peu près sur les mêmes budgets. Si tu prends ce hamac-là, tu as directement la housse de pluie qui est intégrée. C'est pas vraiment ce que je te recommande. Je te recommande plutôt d'avoir ce hamac, mais d'avoir un tarp à côté. Comme ça, tu as une plus grande flexibilité au niveau de ton bivouac. C'est moi-même ce que je fais pendant mes aventures, j'ai ce hamac ainsi que ce tarp toujours avec moi. Le duvet est probablement l'équipement que l'on sous-estime le plus et là on y passe peut-être aussi un gros paquet d'argent. Pour ma part, j'ai dépensé pas mal d'argent dans différents duvets pour trouver ceux qui me conviennent le plus, mais aussi ceux qui vont être le plus adaptés par rapport à mes types d'aventures. Finalement, dans les duvets que je viens de te montrer, déjà il y en a 3 sur 4 que je n'utiliserai plus jamais de ma vie. Parce que ce sont des duvets qui sont juste pas du tout adaptés aux différentes aventures que je réalise. Alors il y en a peut-être un, vraiment le tout petit là, peut-être que j'utiliserai dans une prochaine aventure qui va se dérouler dans un pays où la nuit on descend aux alentours des 20-25 degrés. Mais sinon, pour le reste des aventures que j'ai réalisées ou que je réalise, celui-ci il est pas du tout adapté, même en plein été. Et encore, je dis tout ça, mais il va falloir que je dépense dans pas très longtemps encore un petit peu d'argent dans un duvet qui va être adapté pour des aventures hivernales. Parce que je me suis bien rendu compte dans cette aventure que je t'ai partagée que mon duvet que j'utilise actuellement n'est pas du tout adapté pour des aventures hivernales.
Tu l'auras compris, le duvet finalement est l'un des équipements qui va demander beaucoup plus de recherche que prévu par rapport à ce que l'on souhaite faire. Mais l'erreur que beaucoup de débutants en randonnée font, c'est qu'ils vont uniquement regarder la température extrême sur le duvet. Alors que celle qu'il faut regarder, c'est la température de confort. Celle où tu vas dormir confortablement jusqu'à atteindre son seuil. Ensuite, il y a la température limite. Là, on commence vraiment à avoir froid, à se réveiller pas mal de fois pendant la nuit. Et après, il y a la température extrême. Celle où on pourrait dire que tu vas rentrer du coup en hypothermie. Mais il n'y a pas uniquement les températures, il y a aussi l'aventure que tu réalises. Parce que oui, si finalement tu es en train de réaliser un trek en autonomie ou même une aventure de longue distance et qu'il y a énormément d'humidité, forcément l'humidité va avoir un impact sur son isolation thermique et du coup sur le confort que tu vas avoir. Et bien sûr, le dernier point, c'est que certaines personnes vont pouvoir dormir dans des conditions plus froides que d'autres, parce qu'il y a des personnes plus frileuses que d'autres. Donc le duvet qu'une personne te recommande, elle n'est pas forcément adaptée à toi. Soit tu vas avoir trop chaud, soit tu vas avoir trop froid. Si tu veux un duvet qui couvre quasiment les 4 saisons en fonction de là où tu vas bivouaquer, etc., ça va être d'avoir un duvet en plume avec une température de confort de moins 5 degrés. Si j'ai dit quasiment, c'est que si finalement tu vas à un endroit où on est en 4 saisons, oui ok on est en hiver, mais que tu vas à un endroit où il fait quand même moins 10 degrés parce que tu es en altitude, il y a de la neige, etc., il n'est pas adapté à ce type d'aventure et là il va te falloir un autre duvet. Mais en règle générale, qui va vraiment être utile pour printemps, été, automne, et la plupart du temps quand même aussi l'hiver, température de confort minimum moins 5 degrés, en plume, et là t'es tranquille. Et oui, un bon duvet, ça coûte 200, 300, 400 € en fonction de ce que tu vas choisir. Est-ce que ça va être un synthétique ou est-ce que ça va être un plume? Parce que forcément, là, ça va jouer énormément sur son prix. Est-ce que ça joue aussi énormément sur son poids? C'est un investissement, mais c'est l'un des investissements à ne surtout pas rater lorsque tu t'équipes pour faire du bivouac en randonnée. Il est tout aussi important que d'avoir le bon sac à dos ou les bonnes chaussures. Alors celle-là, j'ai hésité à vous la mettre tellement qu'elle paraît logique dans les deux sens. Je me base donc sur mon expérience et mon profil de marcheur. Lorsque je suis parti de Paris jusqu'à Athènes à pied, avec une marche de si longue distance, je me suis dit il faut impérativement un panneau solaire parce que je vais en avoir besoin, ça va être vraiment très pratique en sachant surtout que j'allais partager du contenu sur les réseaux sociaux et faire des lives TikTok. De mon point de vue, un panneau solaire à ce moment-là, c'était la solution parfaite. J'ai donc acheté un panneau solaire pliable à plus de 230 €, solide, 20 watts, plutôt sympa. Mais par contre, il pesait 1,2 kg. 1200 grammes pour recharger 1 à 2 téléphones grand maximum chaque jour. Et encore, c'est vraiment les jours où il faisait beau. En comparaison, une batterie externe de minimum 20 000 mAh, celle-ci elle fait 26 500 mAh, qui te permet de recharger un smartphone standard 4 à 5 fois, 5 fois pour celle-ci, qui pèse 300 grammes, 350 grammes pour ma batterie externe, qui coûte 10 fois moins cher, parce que je l'ai payé un peu plus de 22 €, 22,50 € je crois. Et bien sûr, elle est fiable par temps couvert, même quand il pleut, en pleine forêt ou quand tu marches. Parce que oui, le panneau solaire, même quand je marchais, il était accroché à mon sac à dos, mais s'il n'est pas bien exposé, il rechargeait tout simplement pas. Bref, tu l'auras compris, par rapport à mon profil et surtout par rapport à mon usage, le panneau solaire n'était juste pas du tout adapté. J'ai préféré troquer mon panneau solaire de 1,2 kg par plusieurs de ce type de batterie. En réalité, le panneau solaire, il reste très pertinent, mais dans des contextes très précis. Par exemple, dans des expéditions de plusieurs semaines en haute montagne, là où le stockage de batterie ne suffirait pas. Ou encore lors d'une installation d'un campement, que ce soit de quelques jours ou quelques semaines, là aussi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais pour une grande randonnée type GR20, GR10 ou même le Tour du Mont Blanc, j'ai envie de dire qu'une simple batterie externe comme celle-ci peut largement suffire. Ou si tu as besoin de plus de stockage, autant en prendre une deuxième et là c'est amplement suffisant. Le total, t'en as pour 700 grammes, pas 1,2 kg et là au moins t'es tranquille pour l'ensemble de ton aventure. Et je te le rappelle, une comme ça, tu recharges entre 4 à 5 fois ton téléphone. Donc ça dépend de ton usage, mais ça peut être amplement suffisant, surtout si par moment, tu t'arrêtes dans des auberges. Par exemple, tu fais un bivouac en nature, un bivouac en auberge, un bivouac en nature, un bivouac en auberge. Tous les 2 jours, tu es en auberge. Tous les 2 jours, tu peux recharger ta batterie ainsi que ton téléphone. Donc une comme celle-ci suffit largement.
Et si j'avais su sans commettre cette erreur, j'aurais économisé non pas 200 € mais à peu près 150 € parce que il a fallu que j'achète l'équivalent en termes de poids en stockage de batterie, mais surtout pendant cette aventure, j'aurais économisé 900 grammes sur mon dos parce que lorsque je suis parti de Paris jusqu'à Athènes à pied, majoritairement je rechargeais mes appareils électroniques avec des batteries externes et non pas avec le panneau solaire. Il a passé plus ou moins 60 jours dans mon sac à dos. 30 jours parce qu'il pleuvait et 30 jours parce que ça me saoulait de le sortir. Et crois-moi que 900 grammes sur 80 jours de marche, ça se ressent fortement. On arrive à l'erreur qui coûte probablement le plus cher, une erreur que tu fais probablement actuellement, là maintenant, en regardant cette vidéo. Avant même de réaliser ta première vraie randonnée, tu commences à faire le tour des forums, des sites internet, des vidéos YouTube, tu commences à établir toute une liste d'équipements, à tout acheter neuf d'un seul coup. Nouveau sac de randonnée à plus de 200 €, nouvelles chaussures de randonnée à plus de 150 €, nouvelle toile de tente à plus de 250 €, un réchaud à gaz à 40 €, et sans compter encore plus d'une dizaine d'accessoires pour être paré à tout. Résultat, tu viens de dépenser 1200 € dans du matériel que tu n'as jamais testé, dans une discipline où tu sais même pas encore si ça va te convenir à 100%. Quelques mois plus tard, tu réalises que les chaussures ne sont pas adaptées pour ton pied, que le sac de randonnée il est trop grand ou trop petit, que tu préfères dormir en refuge plutôt que d'être en bivouac, en toile de tente ou en hamac. Et là, tu revends tout à moitié prix, voire même encore plus bas, directement sur Vinted ou Le Bon Coin. Au final, la bonne approche dans cette discipline est d'y aller progressivement. La première étape, c'est que tu vas commencer avec le strict minimum. Un sac, des chaussures testées en magasin avec des chaussettes de randonnée, des vêtements adaptés et c'est tout. La deuxième étape consiste à faire des sorties à la journée et pourquoi pas avec une nuit en refuge. Comme ça, tu vas voir ce qui te manque dans tes sorties et si les nuits en refuge, tu aimes ou non, si c'est fait pour toi ou non. L'étape numéro 3 consiste à acheter au maximum tes premiers équipements d'occasion. Parce que le matériel de randonnée que tu vas trouver d'occasion, il est bien souvent quasiment neuf. Ce sont des personnes qui l'ont acheté tout neuf et qui l'abandonnent après quelques sorties parce qu'ils ont compris que la discipline n'était pas fait pour eux. Et donc toi, étant donné que tu ne sais pas encore si c'est fait pour toi et que tu cherches à t'équiper, tu vas avoir des produits quasiment neufs à faible prix. Et ensuite, une fois que tu te rends compte que cette discipline est faite pour toi et que tu souhaites changer d'équipement et prendre du neuf, là tu pourras. Et justement, on arrive à l'étape 4. L'étape numéro 4 consiste à investir dans de l'équipement haut de gamme uniquement quand tu sais ce dont tu as réellement besoin et pourquoi. Je vais prendre en exemple mon sac Osprey. Ce sac-là, il a coûté quand même assez cher. De mémoire, je crois que c'est 400 ou 450 €. Je te le mets ici, le prix. Tu vois bien que c'est quand même un certain budget. Mais pour investir dans ce sac-là, il a fallu que ce soit adapté à mon besoin, à ma pratique. Et aujourd'hui, il en a vu du kilomètre. Il en a vu de l'aventure. Il en a transporté des bivouacs, de la nourriture, de l'eau. Bref, c'est ma deuxième maison, j'aime l'appeler comme ça. Parce que quand je pars en aventure, sans lui, je suis rien, très clairement. Dedans, il y a tout mon équipement, il y a tout ce qui est vital pour moi. Il y a mon bivouac, c'est vraiment ma deuxième maison à ce moment-là. Et pour définir que j'ai besoin de ce sac à dos par rapport à mes aventures, de marche longue distance ou toute autre aventure, eh bien il a fallu que je définisse forcément mon profil, ce dont j'avais besoin pour être sûr de passer sur du haut de gamme et de mettre le budget dans quelque chose qui allait être vraiment utile. Le meilleur équipement ne va pas sortir d'une liste que tu as pu voir sur un forum, un blog ou dans une vidéo YouTube ou même sur un post Instagram. Le meilleur équipement, c'est celui qui correspond à ta pratique, à ton corps, à tes aventures, à ce que tu souhaites faire, à ce dont tu as besoin. Il est propre à toi et en suivant ces différentes étapes, si tu débutes en randonnée ou si tu es déjà un peu plus expérimenté, en suivant ces étapes, tu es sûr d'avoir un équipement qui te correspond, un équipement qui ne prendra pas la poussière et un équipement où tu ne perdras pas d'argent. Si cette vidéo t'a évité l'une de ces erreurs, elle a déjà rempli son rôle. Si tu veux aller plus loin, j'ai déjà fait 2 vidéos sur l'essentiel à devoir emmener en randonnée. Je te mets les liens directement dans la description de cette vidéo. Et une prochaine, très contradictoire à ces deux-là, arrive très prochainement dans laquelle je vais te présenter différents objets qui sont, à mon sens, complètement inutiles en randonnée. Et si c'est pas encore fait, je te laisse t'abonner à la chaîne et mettre un like à cette vidéo. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir le travail que je fournis. Je te partage 1 à 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Tu peux également partager cette vidéo à une personne qui débute en randonnée pour ne pas commettre ces erreurs. Je te dis à très vite sur les sentiers. Ciao!